Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On le sait, la CAQ, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on constate un fait notoire. La CAQ, c'est de l'improvisation pure et de la négligence. Les entreprises québécoises ont besoin d'énergie. La CAQ est incapable de développer l'énergie et de leur octroyer l'énergie nécessaire. C'est 3 entreprises sur 4 qui disent, 3 sur 4, qui disent manquer d'électricité pour leur projet de développement. Le PM doit octroyer l'énergie qui est déjà présente sur la table aux entreprises québécoises. Nordvolt, c'est dans 4 ans. Nordvolt, c'est dans 4 ans. Le PM doit développer l'énergie nécessaire en temps, c'est sa job, pas geler 360 mégawatts pendant 4 ans. La ministre de l'Énergie a dit cette semaine, suite à nos questions répétées, et je la cite, « Cet octroi de mégawatts n'est pas éternel. On mène actuellement une réflexion à savoir pour quelle durée ces blocs d'énergie sont offerts. » Fin de la citation. Parfait. Le gouvernement réfléchit quant à mettre des dates limites au gel des mégawatts. Question. Pourquoi ne pas avoir réfléchi avant? Pourquoi n'avoir rien prévu à ce chapitre pour Nordvolt? La réponse du Premier ministre. Oui. Bien, Madame la Présidente, on va tous avoir remarqué que le chef de l'opposition officielle n'est pas revenu sur sa question d'hier sur les 1500 mégawatts qu'on a annoncés en 2023. Parce qu'il doit avoir appris entre-temps qu'il y a eu une annonce en janvier 2024 pour confirmer qu'on allait produire 1550 mégawatts. Donc, puis le nom des compagnies sont toutes là. Donc, erreur du chef de l'opposition officielle hier sur le 1500 mégawatts de plus. Mais, Madame la Présidente, même si on ajoute des mégawatts avec l'éolien, il reste que la situation a complètement changé grâce au travail qu'on a fait pour attirer des investissements des entreprises. Je rappelle qu'en 2018, quand on est arrivé à fin 2018, Hydro-Québec s'apprêtait à jeter de l'électricité parce qu'il n'y avait pas assez de projets d'entreprise. Donc, on a attiré des entreprises, on a convaincu des entreprises qui étaient déjà ici de proposer des projets. Et, Madame la Présidente, on se retrouve dans une situation où il y a plus de projets que d'énergie disponible. Donc, ça nous donne le choix des projets qui sont les plus bénéfiques pour les intérêts des Québécois. Qu'est-ce que le chef de l'opposition officielle a contre ça? Première complémentaire. Nous, Madame la Présidente, on en a contre un gouvernement qui ne fait pas le Québec d'abord, les entreprises du Québec d'abord. 360 mégawatts sont sur la table, sont gelés pendant 4 ans pour Nordvolt. On constate qu'ils n'ont rien prévu quant à une date limite de ce gel-là pendant 4 ans. Pendant ce temps-là, ils disent non aux entreprises du Québec. Pourquoi avoir été aussi négligent? Sachant que le ministre Pierre Fitzgibbon et son actuel ministre de l'Économie ont reconnu que c'est normal des retards. Pourquoi cette négligence? Attention aux propos. La réponse du Premier ministre. Oui. Madame la Présidente, notre gouvernement a fait le choix de développer la filière batterie. Batterie pour des véhicules électriques, parce qu'on pense que dans l'avenir, il va y avoir plus de véhicules électriques. Il y a 3 grandes entreprises à qui on a accordé des blocs d'énergie, GM, Ford et Nordvolt. Moi, je voudrais être bien clair, là. Est-ce que le Parti libéral est en train de dire qu'on n'aurait pas dû accorder des blocs d'énergie à GM, à Ford et à Nordvolt? Deuxième complémentaire. Alors, Madame la Présidente, ils ont donné 360 mégawatts à Nordvolt, aucune date limite. Ils commencent à réfléchir, imaginez-vous donc. Ça, c'est de la malgestion. Ça, c'est être tout croche, Madame la Présidente, très clairement. Je suis debout. Monsieur le leader du gouvernement,
Je vous écoute. Rappel au Madame règlement, la lequel? Présidente, vous avez laissé passer un mot lexique tout à l'heure. Le chef de l'opposition officielle prête des intentions avec des propos blessants. Madame la Présidente, je vous demanderai de le rappeler à l'ordre. Bon, je vous entends. S'il vous plaît, je vous entends et je n'ai pas le goût de vous nommer les uns après les autres et vous n'avez pas à vous interpeller. Je suis debout, vous n'avez pas à me faire de commentaires. Nous allons poursuivre le débat dans le respect. Je vous prie, vous savez quels sont les mots non parlementaires et la critique du comportement de l'adversaire est permise, donc élevons le débat. Donc, ils n'ont pas de date limite, ils commencent à réfléchir, mais un qui semble avoir la réponse, c'est le ministre de l'Environnement. Je le cite. Les blocs énergétiques seront rendus disponibles au gré de l'abandon de certains projets. Fin de la citation. Lui a de l'air à savoir qu'il va y avoir des projets qui vont atteindre la date limite. On peut-tu savoir c'est quand la date limite? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, refaisons le portrait. 3 grandes entreprises qui veulent bâtir des usines pour faire des parties de batteries de véhicules électriques. GM, l'usine est presque complétée, donc va commencer ses opérations dans les prochains mois. Ford, la construction a été arrêtée, mais là, la construction vient de reprendre. Nordvolt, on a un délai de 12 à 18 mois. Ce que je comprends, c'est que le Parti libéral est contre le fait qu'on réserve des blocs d'énergie à ces 3 entreprises. C'est leur choix. Troisième complémentaire. Mauvaise gestion. Nordvolt, c'est dans 4 ans. Alors, ensemble, une autre semaine qui se termine à l'Assemblée nationale, la CAQ ont gelé des centaines de mégawatts pour des projets futurs, dans 4 ans. On ne connaît pas la date limite. Ils réfléchissent là-dessus ou ils pourraient à un moment donné dire « c'est trop long, on reprend les mégawatts », ils ne savent pas la réponse. Chose certaine, ils n'ont rien prévu à ce chapitre-là pour Nordvolt. Ils l'ont échappé pas à peu près. Ils ont pris avec leur négligence. Ils ont dit non à nos entreprises. C'est ça, la CAQ. Bon, je suis debout. Merci, monsieur le leader du gouvernement. Vous savez très bien que ce terme est au lexique. Je vous invite de le retirer parce que j'ai laissé passer. Vous le retirez. Parfait. La réponse. Improvisation. Réponse. Oui. Madame la Présidente, effectivement, on regarde l'avenir de ce bâti de la Chambre. On pense que dans les 3, 4, 5 prochaines années, on va avoir besoin d'usines de batteries pour véhicules électriques. On va avoir besoin de fabriquer de l'aluminium vert. On discute avec des entreprises. On va avoir besoin de fabriquer de l'acier vert. Donc, ça va se passer dans les 3, 4, 5 prochaines années. Madame la Présidente, le Parti libéral regardait derrière. Nous, on regarde devant. On prépare l'avenir de l'économie du Québec. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Saint-Laurent. Madame la Présidente, le gouvernement de la CAQ sont vraiment bons pour faire des annonces, couper des rubans, mais ils sont pas mal moins bons lorsque c'est temps d'attacher l'annonce pour s'assurer qu'elle se concrétise. Permettez-moi de mettre ici un exemple vraiment concret. Le 9 septembre dernier, ça c'est récent, la ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean annonçait 90 millions d'investissements avec First Phosphate pour la création de 100 emplois payants, et ce, dans la filière batterie. J'ai presque le goût d'applaudir. Par contre, aujourd'hui, on apprend dans le Journal de Montréal, sous la plume de Francis Alain, que cet investissement et ces emplois sont à risque parce qu'ils ont besoin de 10 mégawatts. Est-ce que la ministre de la Région peut puiser dans sa réserve de courage et se lever dans cette Chambre et demander à sa collègue, la ministre de l'Énergie, de libérer et octroyer 10 mégawatts pour une entreprise de sa région pour s'assurer que les emplois payants avec des Québécois soient enfin concrétisés au Saguenay-Lac-Saint-Jean? La réponse de la ministre des Affaires municipales. Oui, et ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui accueille et collabore beaucoup avec les compagnies pour avoir de bons projets au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec mes collègues députés. Alors, la question est pertinente. Nous allons toujours être présents pour les projets au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme la compagnie First Phosphate. Il y a plusieurs compagnies qui veulent s'établir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a eu des rencontres avec le ministère de l'Économie. Il y a des rencontres aussi avec tous les organismes, avec Port Saguenay également. Les projets sont discutés présentement et je serai toujours celle qui va accueillir les compagnies, évidemment, et les projets au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que, oui,
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vous le mentionne, on n'a jamais eu un taux de chômage comme on a présentement parce que les gens travaillent, l'économie va bien. Et si on peut accueillir d'autres projets, je vais toujours continuer d'être présente. Puis si ça prend des mégawatts, je discuterai avec mes collègues, dont la ministre de l'Économie. Puis je crois qu'on est un gouvernement qui a toujours été présent pour que la compagnie Phosphate veuille s'établir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça fait 6 ans qu'il y a des négociations. Oui, la compagnie a loué une usine. Ça devrait bien se passer, puis je vais continuer de collaborer avec la compagnie. C'est bon, André. Première complémentaire. Merci, Madame la Présidente. La ministre vient de nous dire que si ça prend des mégawatts, je suis en discussion en direct avec le PDG. Il me confirme qu'elle le sait que ça prend des mégawatts. Ça en prend 10, pas 354, juste 10. Est-ce qu'on peut s'assurer qu'au-delà de couper des rubans, au-delà de faire des annonces, au-delà d'être tous sourires, attacher les annonces correctement, parce que sinon, c'est 90 millions de dollars qui est à risque et une centaine d'emplois à l'AB que j'affectionne particulièrement. Monsieur le leader, la réponse de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Merci, Madame la Présidente. Je suis contente de me lever aujourd'hui pour parler des projets miniers, des projets porteurs qui sont dans les différentes régions du Québec et sur lesquels on travaille pour notamment alimenter la filière batterie. Tout d'un coup, le Parti libéral s'intéresse à la décarbonation grâce à nos minéraux et j'en suis heureuse. Ceci étant, on travaille chacun des projets. Ils sont à différents stades. Ils ont besoin d'énergie comme d'autres projets énergétiques. On est en discussion. Les projets avancent et ça, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour l'économie du Québec, bonne nouvelle pour l'économie des régions. On continue de suivre les projets et de les faire cheminer parce qu'effectivement, ils sont une partie de la solution puis de l'approvisionnement dans nos projets de filière au Québec. Deuxième complémentaire. Toujours pas de réponse. Alors, je vais lire le communiqué de presse du 9 septembre. Cette usine constitue le premier maillon de la vallée de la batterie au Saguenay. Oh, cette annonce est très positive pour l'exploitation du phosphate au Saguenay. Le député de Dubuc, c'est un engagement clair de notre formation. Or, ils ont besoin de 10 mégawatts, pas 354. Est-ce que là, le gouvernement peut s'assurer que les 10 mégawatts sont libérés maintenant pour un vrai projet? Ils étaient tous sur la photo. Trop de commentaires après la question. La réponse de la ministre, on l'écoute. Madame la Présidente, on peut se réjouir quand il y a des investissements qui viennent, quand il y a des projets qui voient le jour dans nos régions du Québec. Ça crée des bons emplois. On travaille et ils sont à différentes étapes. Madame la Présidente, on est en train de développer plusieurs filières de minéraux. C'est une bonne nouvelle pour nos régions. On est en collaboration parce qu'ils sont à différentes étapes, ces projets miniers. Et donc, la volonté du Québec, c'est de faire la décarbonation et d'utiliser nos minéraux critiques et stratégiques, de développer ces emplois dans les régions du Québec. Et c'est ce qu'on fait, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Madame la Présidente, au cours des dernières semaines, les députés du Parti libéral du Québec ont multiplié les rencontres avec les organismes de la région de l'Outaouais et le constat était, ma foi claire, les citoyens de la région méritent mieux. C'est vrai en itinérance, en habitation, c'est vrai en enseignement supérieur et j'en passe, mais c'est particulièrement vrai en santé. L'hôpital de Gatineau, le plus grand hôpital de l'Outaouais, le plus grand hôpital de la 4e plus grande ville du Québec, cet été, il y avait une salle d'opération en service. Une salle sur 7, Madame la Présidente. Si on était chanceux, quelquefois, il y en avait 2. Ça, c'est des chirurgies qui ne se font pas, c'est des patients qui attendent, c'est des gens qui ne peuvent pas aller travailler, des gens qui peinent à s'occuper de leurs enfants, des gens qui ne peuvent pas profiter de leur retraite pleinement. Madame la Présidente, les gens de ma région, ils payent leurs taxes et leurs impôts pareil comme tous les autres citoyens du Québec. Ils devraient avoir accès au même niveau de service, mais la situation en santé en Outaouais, elle se détériore année après année. C'est pas moi qui le dis, c'est les médecins. Comment le ministre de la Santé peut tolérer une telle situation? La réponse du ministre de la Santé. Alors, Madame la Présidente, encore une fois, je suis content d'avoir cette question-là parce que ça me permet de faire le point sur la situation en Outaouais. J'ai eu l'occasion, il y a quelques semaines, d'aller visiter plusieurs hôpitaux de l'Outaouais, entre autres certaines avec le député de Pontiac. On a vu que dans certaines régions, il y avait eu quand même un été qui s'était bien déroulé malgré les vacances. Je pense par exemple à l'hôpital de Charleville. On a fait plusieurs hôpitaux, lui et moi. Par contre, oui, il a raison, la situation à Gatineau, elle est préoccupante. J'ai eu l'occasion de rencontrer, entre autres, les chirurgiens de
la fameuse salle d'opération où il y avait des blocs opératoires de fermés. Et suite à mon retour, j'ai demandé à être capable de déléguer une équipe. Il y a une équipe en ce moment qui est en construction pour envoyer des infirmières qui vont nous venir de l'Institut de cardiologie pour être capable d'aider justement à réouvrir des blocs opératoires parce qu'on le sait, je ne veux pas trop revenir là-dessus, mais on a en ce moment une négociation avec la FIC qui est rendue à un certain état d'avancement qui va pouvoir faire une grande différence dans la réouverture de plusieurs blocs opératoires. Donc, on travaille sur ces enjeux-là, principalement pour l'hôpital de Première Gatineau. complémentaire. Madame la Présidente, ce que le ministre nous dit là, c'est exactement ce qu'il nous a dit au début de l'été. Il nous a dit qu'il enverrait des équipes volantes, que c'était une région prioritaire, et pendant l'été, il n'y en a eu aucun travailleur des équipes volantes qui sont venus en Outaouais. Pendant ce temps-là, il y a plus de patients en attente d'une consultation en Outaouais que l'an dernier, plus de patients hors délai pour une consultation, il y a plus de patients qui attendent pour une chirurgie, il y a plus de patients hors délai qui attendent pour une chirurgie. Madame la Présidente, il va falloir qu'il puise dans sa réserve de courage pour aider les gens de l'Outaouais, faire les choses différemment, puis qu'il commence maintenant. La réponse. Dans les choses qui doivent être faites différemment, premièrement, on parle des équipes volantes, mais on parle surtout des prêts de service. Et tant qu'on n'avait pas réglé les conventions collectives, il y a plusieurs employés qui ne voulaient pas embarquer sur les équipes volantes parce que les conventions collectives, les détails des conventions n'étaient pas connus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en attendant? On a fait des prêts de service, c'est-à-dire que quelqu'un dit « Moi, je veux m'assurer que je garde mon ancienneté, je vais être capable de pouvoir aller vous aider, mais sans changer d'établissement de référence. » Alors, on a fait ça dans nos 3 régions, incluant l'Outaouais. Ce que j'aimerais dire à la population, c'est qu'avec la fin des vacances, je l'ai mentionné en Chambre la semaine dernière, on est capable, Madame la Présidente, d'avoir engagé plus de 17 000 employés dans notre réseau, des infirmières. Je continuerai tout à l'heure. Madame la Présidente, la réalité, c'est que les gens de l'Outaouais ne reçoivent pas les services dont ils ont besoin. Et là, aujourd'hui, le ministre nous dit que c'est la faute des négociations, c'est la faute des vacances d'été. Plus tard, il va nous dire que c'est la faute de la saison de la grippe, la faute de la saison de Noël, des congés de Noël. Il va nous dire que c'est de la faute des gouvernements précédents, que c'est de la faute de la pandémie, que c'est comme ça partout, que c'est un contexte mondial. Et hier, il nous disait, petite nouvelle complètement inattendue, il n'a pas vu ça venir, que c'est la faute du vieillissement de la population. Les gens de l'Outaouais, ils ont besoin de services, ils n'ont pas besoin d'excuses. Écoutez, La réponse du ministre. Madame la Présidente, je pense que les Québécois reconnaissent tous les efforts qui sont faits par notre personnel en ce moment. La situation est difficile dans toutes les régions du Québec. Elle est aussi en Outaouais. Je pense qu'on peut prendre un ton très négatif, comme le fait le député. Je respecte ça, c'est son choix. Moi, j'ai pris la décision, Madame la Présidente. Quel est votre rappel au règlement? Ce sont des propos blessants. Le député rapporte ce qui se passe dans sa région. Merci, Monsieur le leader du gouvernement. Nous allons poursuivre. C'est la critique du comportement de l'adversaire. Et c'est bon pour un, c'est bon pour l'autre. Poursuivez. Collègues. Nous allons poursuivre. Ça va me permettre de continuer, Madame la Présidente. Je pense que les Québécois reconnaissent tous les efforts qui sont faits par notre réseau de la santé. On a été capable d'attirer, et je le répète, là, pour que tout le monde comprenne, 17 000 personnes de plus. C'est pas négligeable. 17 000 personnes dans un réseau qui a besoin d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires. On va continuer à faire le travail pour toutes les régions du Québec. En question principale, je reconnais maintenant le député de Marquette. On va rester dans l'Outaouais, si vous voulez bien, Madame la Présidente. C'est connu de tous, le premier ministre est un grand amateur de hockey qui voue une admiration sans borne à Guy Lafleur. Peu de temps après son décès, alors qu'il était questionné en conférence de presse le 1er mai 2022, le premier ministre avait affirmé ceci, et je cite, « L'aréna à Tursault, il faut s'assurer que ce soit en bon état. Il y a du travail à faire, puis on va s'assurer ça, on va s'en occuper. » Malheureusement, l'aréna Guy Lafleur n'a pas reçu toute l'attention qu'il mérite, si bien qu'aujourd'hui, l'aréna est sur le respirateur artificiel et qu'au prochain bris majeur, Madame la Présidente, c'est terminé. Est-ce que le premier ministre va respecter sa parole et honorer la mémoire de son héros, ou va-t-il la laisser tomber? La réponse de la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air. Oui, merci, Madame la Présidente. Très heureuse de pouvoir me lever pour parler du fameux programme PAFIRSPA, donc un programme d'aide financière pour les infrastructures récréatives et sportives et de plein air. Un programme qui, évidemment, a suscité énormément d'intérêt parce qu'on sait à quel point
les infrastructures sportives ont été négligées au fil des décennies qui précèdent. Puis, heureusement, avec l'arrivée de notre gouvernement, les investissements en infrastructures sportives ont été phénoménales. Évidemment, un programme, comme je le disais, qui a suscité beaucoup de demandes, 2,7 milliards de demandes pour un budget de 300 millions. Une première tranche de projets qui ont été accordés, encore une fois, pour 300 millions. Je trouve ça particulier parce que habituellement, les oppositions nous reprochent de faire des choix politiques quand on choisit les projets, alors que là, maintenant, on a l'évidence que ce ne sont pas des choix politiques, mais des choix qui ont été faits par les fonctionnaires qui analysent tous les projets et choisissent les meilleurs avec les critères et normes qui apparaissent sur le site Web du ministère. Alors voilà, c'est un bon projet, Tursault. Peut-être que dans la deuxième vague de projets, ils seront financés. Première... Excusez. Monsieur le leader, j'aimerais entendre votre député. Alors, taisez-vous, on va l'entendre. Monsieur le député, première complémentaire. C'est quand même particulier, Madame la Présidente, que la ministre me parle d'un programme normé, alors qu'ici, je parle de la promesse du premier ministre. Vous comprenez, c'est le commandant en chef du Québec qui a fait une promesse. C'est pas une question de choisir le politique au lieu d'un programme. Le premier ministre a fait une promesse aux gens de Tursault et de l'Outaouais. Est-ce que le premier ministre peut dire aux gens de Tursault et de l'Outaouais que l'aréna de Guy Lafleur va vivre encore longtemps? Je m'adresse au premier ministre. De la ministre. Oui, mais merci encore, Madame la Présidente. Nous avons un programme normé d'infrastructures qui vient justement aider les infrastructures sportives. Maintenant, je demande au député de Marquette quel projet qu'il veut qu'on retire. L'aréna à la Chine, qu'on vient d'annoncer, qui est un projet qui faisait partie du programme d'infrastructure. Est-ce que c'est ce projet-là? Est-ce qu'il veut qu'on aille piger à la pièce pour faire en sorte, justement, d'avoir des décisions politiques? Je suis très fière de la façon dont on a choisi les projets qui ont été subventionnés. Ça a été fait de façon rigoureuse par les équipes des fonctionnaires. Alors voici, on va continuer de subventionner les infrastructures sportives en temps et lieu. Deuxième complémentaire. Je dirais à la ministre que le député de Marquette n'est pas le premier ministre et commandant-en-chef du Québec, Madame la Présidente. Le premier ministre a fait une promesse. Est-ce qu'il peut maintenant, aujourd'hui, je sais que son sac de courage est pas mal vide, là, mais s'il en reste un petit peu, est-ce qu'il peut respecter sa promesse et dire aux gens de Tursault et dire aux gens de l'Outaouais qu'il va sauver l'aréna, l'aréna Guy Lafleur? Mais je veux vous dire une chose, parce qu'au prochain bris majeur, Madame la Présidente, c'est terminé. Est-ce qu'il comprend ça, le premier ministre? La réponse du ministre responsable de la région de l'Outaouais. Et député de Papineau, on parle d'un dossier qui est dans ma circonscription. Madame la Présidente, je veux juste ajouter à la voix de ma collègue pour dire qu'effectivement, on ne peut pas subventionner tous les projets. On ne peut pas accorder toujours toutes les subventions. Le Parti libéral en sait quelque chose. Le Parti libéral en sait quelque chose. Monsieur le ministre, Monsieur le leader de l'opposition officielle, nous avons écouté avec respect la question. J'aimerais entendre avec respect la réponse. Et nous perdons du temps précieux, celui de vos collègues. Vous m'avez fait remarquer que ce sont des collègues. La réponse du ministre, poursuivons. Merci, Madame la Présidente. Donc, le mandat n'est pas terminé. Le projet va continuer de travailler. J'ai rencontré le préfet de la MRC et maire de Tursault, Benoît Lauzon, qui est un collègue avec qui on travaille très, très bien. Je sais que vous êtes allé visiter le centre. On a le même intérêt. On a un intérêt commun. On veut que ça se réalise. On va travailler avec la MRC, avec la municipalité pour qu'ils peaufinent leur projet. Et le mandat n'est pas terminé. Comme député, je vais continuer d'y travailler. Comme ministre responsable de la région aussi, avec ma collègue. Donc, travaillons ensemble. Et je vous rappelle, Monsieur le ministre, que vous devez vous adresser à la présidence en question principale. Je reconnais maintenant le député de Jean Lesage. On vous écoute, monsieur. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, depuis quelques jours, Québec solidaire reçoit plein de témoignages de gens qui travaillent dans les cégeps et qui dénoncent les coupes qui s'y passent. Je vais vous en citer 3. Je travaille à la bibliothèque de mon cégep. On nous a indiqué que nous n'avions aucun budget pour l'achat de documentation, donc aucun livre. 3 millions de coupes uniquement dans mon cégep, et ça, c'est pas beaucoup en passant comparé aux autres, plus un achat de livres pour la bibliothèque. La bibliothèque est malheureusement dans l'obligation de cesser tous les achats de livres, et ce, pour une période indéterminée.
Madame la Présidente, dans 2 semaines, les Kings s'en viennent jouer ici sur le bras du gouvernement. Ce gouvernement finance à coups de millions d'argent public des millionnaires américains et restreint l'achat de livres dans les cégeps. C'est ça la CAQ. Pourquoi la ministre de l'Enseignement supérieur coupe-t-elle dans les budgets qui permettent d'acheter des livres? La réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je vais répéter ce que je répète depuis quelques jours déjà. Il n'y a jamais eu autant d'argent, non seulement en enseignement supérieur, il n'y a jamais eu autant d'argent investi pour ce qui est de la persévérance et la réussite, il n'y a jamais eu autant d'argent investi pour ce qui est des infrastructures, pour ce qui est de l'achat de matériel, d'équipements, de laboratoires. Il n'y a jamais eu autant d'investissements et on va continuer de soutenir les cégeps et les universités tels qu'on le fait depuis plusieurs années. Encore une fois, dans les collèges, dans les cégeps, vous sortez toutes sortes d'exemples. Je peux vous dire que les sommes sont là. Oui, on a établi des seuils, on a établi des plafonds, mais encore faut-il comprendre et savoir que cette année, uniquement au PQI, encore une fois, et même en termes de budget, les budgets ont substantiellement augmenté. Alors, je réitère qu'on va continuer d'accompagner nos cégeps, d'accompagner nos universités dans ce contexte-ci, mais je me dois de suivre l'évolution des projets, de suivre l'évolution des achats qui se font, justement parce qu'il y a des coûts qui ont explosé au cours des dernières années, au cours des 2 dernières années plus spécifiquement. Donc, je dois pouvoir suivre l'évolution de tout ça, de l'achat de matériel, de déploiement de programmes, de laboratoires, d'infrastructures. Mais comme je vous dis, les sommes sont là. Je vous rappelle, Madame la ministre, que vous adressez à la présidence. Première complémentaire. Madame la Présidente, l'austérité déguisée, c'est de l'austérité pareille. Je me souviens, je cite, « Il n'y a pas un enfant qui va mourir de ça. J'aime mieux que les commissions scolaires achètent moins de livres. Nos bibliothèques sont déjà bien équipées. » Ça, c'est le ministre libéral Yves Bolduc il y a 10 ans. Aujourd'hui, la ministre caquiste est plus habile. Elle ne dit pas les choses de la même façon, mais elle fait la même chose. L'austérité caquiste, c'est comme l'austérité libérale. Ça commence par des livres. Mais où est-ce que ça va s'arrêter? La réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je réitère encore une fois que jamais un gouvernement n'a autant investi. 40 d'augmentation dans les budgets en enseignement supérieur depuis 2018. Quand on est arrivé, là, les réseaux entre collégiales et universitaires étaient vraiment étouffés. Là. Il n'y en avait pas d'argent, ni en infra, ni dans les budgets pour ce qui est d'achat ou de développement de laboratoires ou d'achat de matériel. Alors, encore une fois, je ne suis pas gênée de dire aujourd'hui qu'on va continuer d'investir ces sommes-là. Elles sont là, mais je me dois, encore une fois, par saine gestion de finances publiques, de suivre les projets dans le contexte dans lequel on est actuellement, Madame la Présidente. Alors, encore une fois, on va continuer d'accompagner les établissements. On a déployé beaucoup de programmes au cours des dernières années, puis on va continuer de soutenir le réseau comme on le fait depuis 6 ans. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le résultat des passe-passe comptables dont parle la ministre, c'est des coupures, c'est le fait qu'on n'achète plus de livres. Autre citation. Yves Bolduc renonce à son travail de ministre, qui est d'élever le niveau de l'éducation au Québec. Malgré les rattrapages, nos bibliothèques ont encore besoin d'investissement. Ça, c'est l'actuel ministre de la langue française qui dénonçait les coupures libérales il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a changé? La ministre pense-t-elle... Non, le ministre pense-t-il, c'est comme c'est mêlant, que la ministre renonce à son travail? Et un petit rappel aux mots que vous avez employés, Monsieur le député. Hein? Je suis debout. Vos micros sont coupés. Parlez dans le vide. Monsieur le député, petit rappel, le mot que vous avez employé, vous savez que vous n'avez pas l'employé. La réponse de la ministre, on devient silencieux. On écoute la réponse. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je suis contente d'entendre le mot « rattrapage » de notre collègue député de l'autre bord de la salle, de l'autre bord de la Chambre. Le mot « rattrapage », c'est un mot-clé parce qu'on rattrape justement la négligence qu'il y a eu à peu près dans toutes les sphères et dans tous les ministères au cours des dernières années, avant qu'on arrive. La priorité, quand on est arrivé, c'est d'investir dans ce qu'il y a de moins sexy, dans ce qu'il y a de moins payant politiquement, parce qu'on a eu le courage de le faire. Alors, encore une fois, on va continuer de soutenir les réseaux, on va continuer d'y investir. On y investit des sommes colossales qu'on est en train de déployer sur les 10 prochaines années, notamment en infrastructure. Donc, pour ce qui est d'achat d'équipements, de déploiement de programmes, d'achat, de déploiement de laboratoires aussi, on est là, on répond présent et on n'a jamais investi autant d'argent. On va continuer à le faire. Attention au propos, vous avez utilisé un mot pas très gentil non plus. En question principale, maintenant, je reconnais
Le député de Maurice-Richard, nous vous écoutons. Merci, Madame la Présidente. Chaque jour dans le dossier Northvolt, la confiance des Québécois et Québécoises s'effrite un peu plus. 7 milliards d'argent public engagés, Madame la Présidente. 7 milliards d'argent public et toujours aucune étude des retombées économiques. La ministre de l'Économie a dit la semaine dernière sur Northvolt, et je cite, « un projet important et porteur pour enrichir et décarboner le Québec ». Pour la décarbonation, on repassera, Madame la Présidente, on a fait une demande d'accès d'information. Il n'y a aucun document qui associe des baisses de GES à l'ensemble de la filière batterie. Mais pour enrichir le Québec, la ministre se réfère probablement aux études du retour sur investissement de l'implantation de Northvolt en motorégie. Lors des études de crédit du mois d'avril, j'ai obtenu un engagement clair de M. Fitzgibbon pour rendre publiques les études de retombées économiques dans le dossier Northvolt. Quand la ministre de l'Économie et de l'Énergie compte rendre publiques les études économiques sur l'implantation de Northvolt au Québec? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, bien, vous le savez, effectivement, le projet Northvolt est un projet important pour la filière batterie qu'on développe, qu'on déploie au Québec grâce aux efforts colossaux de mon prédécesseur. On a la chance d'avoir maintenant des joueurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour la filière batterie, allant des minéraux critiques et stratégiques jusqu'au recyclage de ces minéraux critiques et stratégiques. Donc, on a la possibilité d'ancrer le Québec dans un créneau d'avenir, de créer des emplois bien rémunérés à travers le projet de la filière batterie, qui comporte notamment le projet de Northvolt, pour lequel, effectivement, on rencontre un certain ralentissement au niveau de sa mise en œuvre, mais l'orientation globale du projet n'est pas remise en question par Northvolt. Alors, j'ai l'impression que le député devrait appuyer le projet de loi 69, puisque ce projet de loi va nous permettre d'accroître notre production nationale d'énergie. Je n'ai pas entendu beaucoup de commentaires positifs jusqu'à maintenant de la part de ce représentant autour de la table de la commission parlementaire, mais j'espère que c'est appelé à changer. Merci. Première complémentaire. Aidez-nous à être positifs. Partagez les études économiques, s'il vous plaît. Ça fait plus de 6 mois que M. Fitzgibbon s'est engagé à rendre publiques ces études et les Québécoises et Québécois sont encore dans le noir. Il y a 2 jours, la ministre elle-même s'est engagée à honorer tous les engagements de son prédécesseur pour Northvolt. Est-ce que les engagements de la parole donnée, c'est juste bon pour les multinationales étrangères? Est-ce que vous vous engagez ou est-ce que vous êtes en train de refuser de rendre publiques les études économiques sur les retombées de l'implantation de Northvolt, Madame la ministre? Et je vous rappelle, Monsieur le député, que vous vous adressez à la présidente. C'est bon pour tout le monde ici. La réponse de la ministre. Oui, je m'engage à ne pas retirer les blocs d'énergie à Northvolt du simple fait qu'il y a un vent de face pour le secteur de l'énergie électrique, des véhicules électriques en ce moment, comme le propose le Parti libéral. Alors, on va poursuivre ce projet. Maintenant, c'est un projet qui mérite d'aller de l'avant. Il serait complètement irresponsable de retirer le bloc d'énergie à Northvolt. On respecte nos engagements. On va confier à Northvolt le bloc d'énergie qui est prévu pour ce projet d'importance et qui va créer beaucoup d'emplois pour des Québécois. Alors, certes, c'est mené par une entreprise étrangère, mais ce sont des Québécois qui vont occuper la très grande majorité des emplois qui vont y être développés, des emplois bien rémunérés et spécialisés. Deuxième complémentaire. Est-ce que oui ou non, vous allez rendre publiques les études économiques des retombées de l'implantation de Northvolt au Québec? Est-ce que oui ou non, la ministre s'engage à rendre publiques les études des retombées économiques de Northvolt au Québec? La réponse de la ministre. Oui, les retombées, elles seront nombreuses, Madame la Présidente. Elles seront de nature économique, notamment en termes de création d'emplois, également en termes de développement d'un écosystème d'importance au Québec qui, comme je le disais, part des minéraux critiques jusqu'au recyclage de ces minéraux critiques. Et ce faisant, on va pouvoir contribuer à la décarbonation de l'économie à l'échelle internationale, tout comme à l'échelle du Québec. C'est un projet d'importance qui nous permet d'avancer dans la lutte contre les changements climatiques. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. Madame la Présidente, le premier ministre nous a dit la semaine dernière, ici, en parlant de Northvolt, et je le cite, « Nous, ce qu'on veut, c'est de créer des emplois payants pour les Québécois. » Et la ministre vient de le dire la même chose il y a quelques minutes.
Nous avons obtenu la présentation qui a été faite par le gouvernement du Québec à Northvolt pour l'attirer au Québec, de même qu'à d'autres entreprises. Surprise, Madame la Présidente. Nous en avons tiré un tableau didactique, c'est un extrait de la présentation, qui démontre qu'un des arguments utilisés par le Québec pour attirer Northvolt, c'est de dire « Venez ici, vous allez payer moins cher votre main-d'œuvre. » Alors, pendant qu'on a un gouvernement qui prétend devant tous les Québécois ici en Chambre que ce qu'on veut, c'est attirer des entreprises étrangères pour mieux payer nos employés, ce qu'il dit derrière les portes closes aux entreprises, c'est « Venez ici, vous allez payer moins cher. » Qu'est-ce qu'en pense la ministre, Madame la Présidente? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je pense que c'est important de comprendre le contexte du projet de Northvolt. Rappelons-nous la séquence. Le gouvernement fédéral a donné près de 20 milliards de dollars à deux entreprises qui sont venues s'installer en Ontario. Stellantis, qui est Chrysler, et Volkswagen. Donc, on a poussé très fort, puis l'essentiel de ce qui est investi dans Northvolt vient du gouvernement fédéral, mais malgré ça, on n'a pas notre part. Parce que M. Trudeau, le premier ministre du Canada, refuse de traiter équitablement le Québec. Et, Madame la Présidente, je pense qu'aujourd'hui, il faut se parler effectivement du gouvernement fédéral. Parce que le parti frère du Parti québécois, le Bloc québécois, s'apprête à appuyer M. Trudeau. Pas plus tard que cette semaine, le chef du Parti québécois disait « Moi, je vais demander aux Québécois de voter pour le Bloc. M. Trudeau devrait agir pour réduire le nombre d'immigrants. » Or, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il s'assoit sur ses mains puis il n'a pas le courage, le chef du PQ, de dire à Yves-François Blanchet « Appuyez pas Justin Trudeau. » Je suis debout, attention. J'inviterai le premier ministre à revenir un petit peu sur la question première complémentaire. Quelle belle tentative de diversion, mais aucune réponse. J'ai un autre tableau didactique, Madame la Présidente, tiré de la même présentation de ce gouvernement aux entreprises étrangères à Northvolt. On compare même les salaires, Madame la Présidente, poste par poste pour dire « Venez ici, vous allez payer moins cher les salaires. » Qu'est-ce que le premier ministre a à dire par rapport à ce qu'il nous prétend depuis des jours alors qu'il vend le cheap labor? Attendez, wow. Je suis debout. 2, c'est beaucoup trop bruyant. Et 3, vous venez de tenir des propos qui sont non parlementaires en toute fin de votre question. Monsieur le leader du gouvernement, je vais vous écouter. Je vous demanderai de demander de retirer, c'est au lexique, le terme. Et deuxièmement, je vous demanderai les multiples tableaux de les déposer. Alors, c'est ce que je disais avant de vous donner la parole. Monsieur le député de Matane-Matapédia, quel est votre appel au règlement? Quel est le terme qu'on doit retirer? Juste pour être sûr. Vous le savez très bien, il est au lexique. Chief, besoin d'un dessin? Alors, j'ai tranché, je vous ai dit ce qu'il y en était. Votre question est terminée. Je vous l'ai dit? Je vous l'ai dit, il est au lexique. Et je suis debout. Rassoyez-vous, chers collègues. Articles 32 et 37, je suis debout. Vous devez vous asseoir. J'applique le règlement. J'applique le règlement. Mes décisions sont non appellables. Et je vous inviterai à aller lire la jurisprudence plus en détail. Cela dit, j'aimerais avoir une réponse. On retrouve le calme. Monsieur le Premier ministre. Oui. Madame la Présidente, effectivement, les salaires sont moins élevés au Québec que dans le reste du Canada, mais on est en train de réduire cet écart. Mais Madame la Présidente, ce qu'on a besoin à Ottawa, c'est un gouvernement économique.
Et hier, on a entendu le chef du Bloc québécois dire « Moi, je ne suis pas un conservateur. J'aime pas la droite, j'aime mieux la gauche. » Donc, c'est rendu que le parti frère du Parti québécois est comme Québec solidaire. La gauche-droite, le débat gauche-droite, passe avant la défense de l'autonomie de la nation québécoise. PQ, QS, même combat. Je vais entendre la question. Deuxième complémentaire. Je repose la question au premier ministre. Comment peut-il réconcilier ce qu'il dit ici en Chambre et ce qu'il prétend devant les entreprises étrangères, ce qu'il dit aux entreprises étrangères derrière des portes closes? Il nous dit ici que ce qu'on veut, c'est des emplois bien payés. Et quand il vend le Québec notre électricité pas chère, il vend aussi notre main-d'œuvre pas chère. Il y a des tableaux dans lesquels il dit « Venez ici, vous allez payer votre main-d'œuvre moins chère. » C'est la parole du premier ministre qui est en jeu. Qu'est-ce qu'il dit de ça? S'il vous plaît, la réponse du premier ministre. Quand on a eu des gouvernements du Parti québécois et des gouvernements libéraux, les salaires augmentaient plus vite dans le reste du Canada qu'au Québec. Heureusement, depuis 2018, c'est exactement le contraire. Le salaire moyen augmente plus vite au Québec dans le reste du Canada. On a encore un écart. Donc, c'est vrai que les salaires sont moins élevés au Québec que dans le reste du Canada. Mais contrairement au gouvernement du PQ et du Parti libéral, nous, on corrige graduellement la situation. En question principale, je reconnais maintenant le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. Une phrase qu'on entend souvent ces temps-ci quand on essaie de contacter le tribunal administratif du logement létal. Votre appel est important pour nous. Merci de rappeler plus tard. Le protecteur du citoyen fait un constat alarmant ce matin dans son rapport annuel d'activité 2023-2024. C'est des centaines de plaintes de citoyens et citoyennes qui n'arrivent pas à rejoindre l'État pour avoir des réponses à leurs questions. Or, de nombreux locataires ont besoin de parler à des vraies personnes dans la vie, Madame la Présidente. Par exemple, des locataires aînés qu'on a décidé de protéger en élargissant la loi Françoise David qui n'arrive pas à avoir la ligne. Les protecteurs du citoyen exigent un plan d'action d'ici le 31 octobre. Que va faire la ministre? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Bonjour, Madame la Présidente. Bien, écoutez, je partage l'avis de mon collègue de Laurier-Dorion là-dessus. Moi aussi, ça me frustre quand j'appelle puis que j'ai pas de réponse. Et je trouve ça très dommage. Ceci dit, je sais que le tribunal travaille très fort à améliorer la situation. Il faut savoir là, que les demandes introduites l'année dernière ont atteint 91 000 unités ou demandes là, au tribunal administratif du logement. C'est majeur, c'est le plus grand nombre de demandes depuis 30 ans. Évidemment, le contexte actuel de crise du logement, de marché qui est serré, de gens qui contestent des augmentations de loyers, ont engendré toutes ces demandes-là. Maintenant, le tribunal travaille depuis le printemps. Il y a une ligne, il y a possibilité de rappel automatique, donc les gens ne perdent pas leur rang à la ligne d'attente et se voient rappelés par le tribunal. Est-ce que c'est perfectible? Oui, on y travaille très fort. Il faut comprendre aussi que le nombre de ressources n'a pas pu suivre exactement le nombre de demandes au tribunal. Alors, on travaille là-dessus aussi pour réallouer les ressources vers les bons endroits pour s'assurer que toutes les demandes urgentes sont traitées. Première complémentaire. Les gens qui appellent Total, Madame la Présidente, sont en détresse et dans l'urgence. Il fallait s'y attendre dans cette crise du logement que les volumes d'appels allaient grossir très rapidement. Mais est-ce que la ministre va embaucher davantage de ressources, du personnel pour répondre à l'accroissement des demandes Total? La réponse de la ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, j'insiste vraiment, le tribunal s'affaire à allouer les ressources aux bons endroits pour s'assurer de répondre aux demandes qui sont urgentes. Et, je le répète, les gens qui ont des demandes urgentes n'ont pas à attendre un rendez-vous, peuvent se présenter au TAL. C'est perfectible, je suis d'accord, et on y travaille.
Par ailleurs, je l'ai dit lors du projet de loi 65, c'est important de s'assurer que la population comprend bien ses droits et on va s'assurer dans les prochaines semaines et mois de diffuser adéquatement les informations pour que les aînés, notamment, soient bien au courant que toutes les évictions sont mises sur pause, qu'il y a un moratoire là-dessus. Deuxième complémentaire. Justement, Madame la Présidente, malgré l'adoption de la loi 65, on constate que les évictions continuent sous la forme de reprises, de rénovictions déguisées ou de manœuvres intimidatrices. On ne peut pas accepter ça. Dans sa stratégie des Québécoises en habitation, la ministre, justement, nous a promis une campagne d'information. Quand est-ce qu'elle s'en vient, cette campagne-là? D'ici le 31 décembre, avant l'envoi des avis d'éviction? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, effectivement, on a la même logique de pensée, du moins sur cet élément-là. On va s'assurer qu'il y a une campagne qui sera diffusée avant les renouvellements de baux de la prochaine année. Je l'ai dit que c'est important pour moi qu'on fait des lois, on s'assure de mieux protéger les gens. Alors, il faut que ces gens-là sachent qu'ils ont des droits et c'est ce qui sera diffusé dans les prochaines semaines et mois, Madame la Présidente. Voilà, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.